Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous, voici les titres de ce lundi. Et d'abord, l'image du jour. Les ambassadeurs d'Arménie et de Turquie séparés par cette simple cordelette dans les rangs du public au Sénat. Débat très vif tout l'après-midi dans l'hémicycle sur la négation des génocides. Débat qui aura lieu d'ailleurs dans le 19 h dans un instant avec 4 invités. Et on pourrait connaître le vote au cours de cette édition. Pas de relâche pour François Hollande au lendemain du Bourget. Consultation aujourd'hui avec les syndicats de l'éducation à son QG avant la présentation de son programme. Jeudi, l'UMP multiplie les critiques après avoir cherché le ton. Les dépôts effectués sur le livret A proches de leur record. L'an dernier, plus de 18 milliards d'euros. Les Français échaudés par la crise financière en font toujours leur placement préféré. Et François Hollande veut doubler son plafond. L'enquête du 19 h sur les besoins en financement du logement social. Les sénateurs s'apprêtent donc à voter les sanctions contre la négation du génocide arménien, un texte issu d'une proposition de loi de la députée UMP Valérie Boyer, un sujet passionnel qui voit les clivages habituels voler en éclats. Même le gouvernement est divisé sur le sujet. Extrait des échanges, parfois enflammés. Margot Aubrio. Un hémicycle désert sur les bancs, une quarantaine de ministres seulement. Ils ne sont pas nombreux à être venus aujourd'hui voter ce texte controversé, un texte défendu par le gouvernement. Notre société se doit de lutter contre le poison négationniste. Et c'est ce que propose ce texte destiné à remplir un vide juridique, Monsieur le Président. Ce n'est que ça dont il s'agit, et uniquement de ça, remplir un vide juridique. Son objectif officiel, réprimer la contestation de l'existence des génocides reconnus par la loi. Son objectif réel, une opération électoraliste pré-présidentielle. La proposition divise à droite comme à gauche. L'UMP et le PS soutiennent le texte. Voter pour ou s'abstenir, c'est un peu leur consigne. La semaine dernière, la commission des lois, elle, avait tranché. Elle rejette le texte. Je dirais avec Robert Badinter que le Parlement n'est pas un tribunal et avec Pierre Nora qu'il ne revient pas aux législateurs de faire l'histoire. Comment pouvez-vous demander aux historiens de prendre la responsabilité de faire les choix de responsables politiques? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les responsables politiques ont peur de faire leurs choix eux-mêmes et disent, merci Monsieur le Président, et disent, c'est pas à nous, c'est aux historiens de le faire. Les défenseurs du texte comptent sur l'abstention des opposants pour faire passer la proposition de loi, une proposition de loi déjà votée par l'Assemblée nationale. Et derrière ce texte se vote une crise majeure, se profile, vous le savez, entre la France et la Turquie qui promet de nouvelles représailles en cas de vote de la pénalisation. Mais Nicolas Sarkozy, comme François Hollande, ont fait des promesses à la communauté arménienne. On retrouve Pierre-Henri Gergonne qui suit la séance. Pierre-Henri, bonsoir. Alors votre regard sur ces échanges où se mêlent histoire, droit constitutionnel et électoralisme. Et oui, c'est bien une après-midi un peu étrange à laquelle on a assisté cet après-midi au Sénat. Vous l'avez dit, beaucoup de monde à l'extérieur. Il y avait ces manifestations pro-arméniennes ou pro-turques. En revanche, moins de monde, beaucoup moins de monde dans l'hémicycle du Sénat. Peu de monde en particulier sur les bancs de la droite. On voyait parfois Jean-Claude Gaudin, le sénateur maire de Marseille, président du groupe EMP. Marseille où réside une forte communauté arménienne, eh bien, se retrouvait bien seul dans les bancs de la droite sénatoriale. Et puis il y avait ces discours, vous l'avez dit, on a entendu par exemple du juridisme pur, avec grand talent défendu par Jean-Pierre Sueur, le président de la commission des lois, pour défendre cette motion d'irrecevabilité, pour dire d'une certaine manière que ce texte est anticonstitutionnel. On a eu également d'autres envolées un peu plus lyriques pour défendre la mémoire du peuple arménien. On a eu presque des cours d'histoire avec des retours sur cette histoire formidable de l'Empire ottoman. Bref, une après-midi étrange, des propos divers, parfois confus, qui se sont déroulés en tout cas sous l'œil attentif et extrêmement prégnant d'un très nombreux public dans les tribunes du public du Sénat, dans l'hémicycle. Il y avait à droite, c'était très étrange, les représentants de la communauté arménienne, à gauche dans les tribunes, les représentants de la communauté turque, et vous l'aviez signalé, Michel, les ambassadeurs de Turquie et d'Arménie séparés par un petit cordon extrêmement symbolique, presque comme si
l'espace d'un après-midi. C'était bien une forme de communautarisme qui s'était invité ici même au Sénat. Très bien, merci Pierre-Henri. Et vous nous rappelez, dès que le premier vote intervient, vous l'avez annoncé donc sur l'irrecevabilité du texte. Le Sénat, en tout cas, avait été placé aujourd'hui, il est d'ailleurs toujours en état de siège, avec des manifestations des deux camps à l'extérieur, mais aucun slogan agressif n'a été scandé, il faut le souligner. À l'intérieur, donc, on le rappelait, cette étonnante proximité géographique des ambassadeurs turcs et arméniens. Alexandra Colino. À droite, la délégation arménienne. À gauche, la délégation turque. Entre les deux, quelques fauteuils pour les séparer et pas un regard. Depuis la tribune présidentielle, chacun écoute les débats. L'ambassadeur turc est particulièrement attentif. Lorsque l'Assemblée a voté la loi le 22 décembre dernier, il avait été rappelé en Turquie pour quelques semaines. Si la loi passe cet après-midi, la riposte d'Ankara sera immédiate. Parce que la Turquie ne pourrait jamais accepter ça. Donc il faut que l'opinion publique française sache ça. Point à la ligne. Jamais. Et bon, si ça passe malheureusement, on va continuer à le défier. Alors là, on ne peut pas vivre ça. Bon, les relations entre la Turquie et la France ne résisteront pas à ça. Deux camps dans l'hémicycle, deux camps aussi dans la rue. Des drapeaux turcs et des cartes d'électeurs en guise de banderoles d'un côté, des drapeaux français et des photos du génocide arménien de l'autre. Entre les deux, un no man's land et quelques CRS. Pour les défenseurs turcs, la loi est électoraliste, alors ils sont venus rappeler aux politiques que leur voix aussi compteront pour les élections présidentielles. Nous, franco-turcs, on est aussi là pour, en tant que citoyens français et électeurs pour les élections présidentielles. Des citoyens français aussi dans le camp arménien, venus, eux, soutenir une loi qu'ils jugent protectrice pour leur histoire. Le rôle du Parlement, c'est de protéger les citoyens lorsqu'on leur dit « votre histoire n'a pas eu lieu, vous êtes des menteurs et on est libre de vous insulter ». En Turquie et en Arménie, les peuples suivent les débats à la télévision. Des dizaines d'envoyés spéciaux des deux camps sont venus couvrir l'événement. Voilà, et dans un instant, on va reprendre les termes de ce débat. Il sera très contradictoire avec nos invités, donc l'élu Esther Benbassa du groupe écologique, le socialiste Philippe Kaltenbach et puis également l'historien Henri Rousseau qui est avec nous. L'UMP Sophie Joissaint nous rejoindra également. 4 proches du sénateur PS de l'Hérault, Robert Navarro, dont son épouse, ont été placés aujourd'hui en garde à vue dans le cadre d'une plainte pour abus de confiance, plainte qui avait été déposée par le Parti socialiste après la découverte de factures réglées par la Fédération de l'Hérault, apparemment sans rapport avec son fonctionnement. Il a fallu quelques heures à l'UMP pour trouver la riposte adaptée à la grand-messe du Bourget. De l'avis général, le candidat PS a réussi son premier grand meeting hier. L'ancrage à gauche et son corollaire de propositions ont servi d'inspiration aujourd'hui au ténor de la majorité, Jérôme Rabier. Passionné mais quelque peu désemparé dans sa riposte d'hier, difficile de trouver un angle d'attaque pour le parti majoritaire comme il le fait habituellement face à la gauche. Logement, finances, société, le nombre de propositions avancées a surpris et sert d'avertissement pour réveiller les troupes. Le parti doit répondre sous l'impulsion de Jean-François Copé et la période va permettre de réveiller les retardataires qui ne se seraient peut-être pas aperçus qu'effectivement l'adversaire qu'est le Parti socialiste, lui, est véritablement en campagne. Pour certains parlementaires, cette impression de désordre est due à l'absence du chef de l'État en déplacement en Guyane et qui pilote d'habitude directement la riposte. Mais pas question pour autant de se précipiter, d'autres échéances sont attendues. Monsieur Hollande nous a dit que jeudi, il allait faire des propositions précises, chiffrées et tout. On verra quelle est la réaction de l'opinion, comment l'opinion accepte. Et à ce moment-là, nous dirons ce que nous pensons de son chiffrage, de son financement, etc. Et à partir de là, il y aura une confrontation. Sans candidat encore déclaré, on reconnaît toutefois devoir davantage s'impliquer. Notre candidat, comme vous dites, c'est à lui de choisir le moment de le faire. Chacun a bien compris qu'en tout état de cause, nous sommes déjà dans la phase de mobilisation et qu'elle va naturellement connaître une vitesse supérieure dans les jours qui viennent. Samedi, le Conseil national entérinera le vote du projet UMP pour la présidentielle. Le combat des idées devrait alors enfin démarrer. Et puis, dans le cadre des débats de la présidentielle, une confrontation à ne pas manquer ce soir sur Public Sénat. Claude Guéant face à François Rebsamen sur le thème de la sécurité. Le ministre de l'Intérieur face au président du groupe socialiste qui pourrait aspirer un jour à entrer place Beauvau. Ce sera à 22h30 et ce sera animé par Gilles Leclerc. Ce rendez-vous baptisé à l'heure du choix.
Le logement sera l'un des axes de campagne pour François Hollande qui veut des sanctions plus dures pour les villes qui ne construisent pas assez de HLM. Il a également promis hier l'encadrement des loyers, la mise à disposition des terrains de l'État pour la construction de logements sociaux et le doublement du plafond du livret A dont les dépôts financent justement le logement social. Mais ce dernier est-il vraiment en manque de fonds? Éclairage Mounir Soussi. François Hollande mise sur la pierre pour asseoir son projet. À sa disposition un outil, le livret A. Produit bancaire préféré des Français, une partie des fonds sert à financer le logement social. L'idée du candidat socialiste, doubler le plafond de placement. Celui-ci passera de 15 300 à 30 600 euros. Un moyen de mettre plus de liquidité au service du logement. Si nous voulons passer à 150 000 logements sociaux réellement construits et réellement sociaux, il faut qu'il y ait assez d'argent pour prêter aux organismes HLM. On a non seulement besoin de faire plus de prêts, mais de donner plus d'argent dans chaque prêt pour que le logement social que nous faisions puisse sortir de terre et puisse avoir un loyer abordable. 57 millions de personnes détiennent un livret A, un placement plébiscité par les Français. Cette année, les réserves disponibles battent des records. Pour le gouvernement, ces bons chiffres prouvent que la question du livret A n'est pas la priorité. Deuxième élément, il n'y a pas de rapport entre le plafond du livret A et la construction de logements sociaux. L'un n'entraînera pas l'autre. Le logement s'installe dans la campagne après le coup médiatique d'Éric Cantona. François Hollande propose de mettre tous les terrains de l'État disponibles en construction. Nicolas Sarkozy, lui, prévoit de mettre cette question au menu du prochain Conseil des ministres. Nicolas Sarkozy, qu'on vient de voir à l'image, David Cameron et Angela Merkel exigent l'arrêt immédiat du programme nucléaire iranien après l'adoption par l'Union européenne de nouvelles sanctions contre Téhéran, un embargo pétrolier sans précédent afin d'assécher le financement du programme nucléaire contesté. Par ailleurs, aujourd'hui, l'Union européenne a adopté de nouvelles sanctions contre la Syrie en raison de la poursuite de la répression, gel d'avoirs à l'étranger et interdiction de visa frappe 22 nouveaux responsables de l'appareil sécuritaire. Et puis, sachez-le, en Libye, 4 mois après la libération du pays, retour des pro-Kadhafi dans la ville de Bani Walid. Ils ont attaqué les ex-rebelles, ils ont fait 5 morts et apparemment, ils contrôlent cette ville. Nos invités, donc je vous les ai déjà présentés, Esther Benbassa, bonsoir, sénatrice du Val-de-Marne, élue du groupe écologique. Sophie Joissaint doit nous rejoindre toujours, nous l'attendons. Philippe Kaltenbach est là également, sénateur socialiste des Hauts-de-Seine. Vous êtes sur la même position que votre collègue UMP, vous êtes pour la sanction de la négation des génocides qui est en débat et qui nous occupe aujourd'hui au Sénat. Henri Rousseau est avec nous également, historien, car il y a donc une rivalité pour savoir qui dit l'histoire. Ce n'est pas aux historiens, estime l'UMP Roger Carucci, qui votera donc la proposition de loi pénalisant la négation du génocide, on l'a entendu tout à l'heure dans le journal, et ce n'est pas aux parlementaires, répondent tout de même nombre d'élus, c'est bien aux historiens. Henri Rousseau, vous êtes un historien, je le rappelle, de la Seconde Guerre mondiale, et je me souviens que lors du procès Papon, vous aviez mis en garde contre la confusion entre le juge et l'historien. Aujourd'hui, on parle d'un risque de confusion entre l'historien et le politique. Oui, alors, première chose quand même, parce que dans ces débats, on entend toujours dire les historiens n'ont pas le monopole de l'histoire. Rassurez-vous, je ne le revendique pas. Donc déjà, d'entrée de jeu, je pense que ma position, qui est à la fois celle d'un professionnel de l'histoire et d'un citoyen français, c'est l'ouverture du débat. Et quand je dis ouverture, c'est pas du tout pour laisser la place aux négationnistes. Je suis l'inventeur du terme négationnisme il y a fort longtemps, en 1987, et je pense que le débat mérite d'être ouvert là-dessus. Là où je pense que le débat doit être ouvert en histoire, parce que c'est indispensable pour que puissent germer des éléments de vérité, je ne parle même pas d'une vérité, mais des éléments de vérité, c'est précisément d'avoir une ouverture qui nous écarte, qui nous empêche d'être enserrés dans des catégories juridiques. Le problème que j'ai avec cette loi, c'est pas simplement la négation du génocide arménien. On pourra discuter de ce qu'on appelle la loi Guesso, qui pose également un problème. C'est le fait que les historiens, et parfois ils le font eux-mêmes volontairement, hein, c'est pas du tout une question de rivalité, je me situe pas du tout sur ce terrain-là, mais je pense qu'écrire l'histoire avec des catégories juridiques, que ce soit un parlementaire ou que ce soit un historien, est impossible. C'est pas que je pense que c'est un danger, je pense que c'est impossible. Je pense que la justice et la recherche, pour le dire ainsi, n'ont pas les mêmes fonctions. C'est ça le fond du problème.
Très bien. Alors, votre réponse, Monsieur Kaltenbach, alors qu'on voit des images du vote là, sur la motion d'irrecevabilité, toute la question est de savoir si ce texte est constitutionnel ou pas. Alors, c'est un débat juridique assez pointu. C'est pas ce qui va nous occuper ce soir, mais sur la place de l'historien et du politique. En aucun cas, les politiques n'ont à écrire l'histoire. C'est aux historiens à mener les recherches. Ensuite, dans une nation, il y a des événements historiques graves, importants, et il est parfois utile que le Parlement tire les leçons de ces événements pour légiférer. En l'occurrence, aucun historien ne nie qu'il y a eu un génocide en Arménie en 1915. Oui, là on s'interroge sur l'idée d'écrire l'histoire, mais l'histoire elle est écrite, elle est déjà écrite. Tous les historiens sérieux disent qu'il y a bien eu génocide. Maintenant, un État, la Turquie, nie le génocide, ça pose des difficultés en France. Une catégorie de Français, les Français d'origine arménienne, sont agressés par ce négationnisme, et donc la loi tire les conséquences des faits historiques reconnus par tous pour sanctionner la négation. C'est le cas également pour l'esclavage. En revanche, en effet, lorsque le Parlement s'est laissé aller à vouloir expliquer que la colonisation était un bienfait pour l'humanité, là, il n'y avait pas consensus parmi les historiens. Il y a eu un débat. Bon, la droite voulait imposer cette vision des choses. Heureusement, ça a pu être stoppé. Mais là, on n'est pas du tout dans la même dynamique. Il y a une logique qui est de dire, quand les faits sont bien reconnus, que ça a encore un impact dans la société française, le législateur peut s'en inspirer pour dire le droit. En revanche, quand il n'y a pas consensus, quand le débat est toujours là, il faut laisser bien sûr les historiens trancher les débats historiques. D'accord. Alors Esther Benbassa brûle de prendre la parole. Je vais vous interroger sur deux points précis, Esther Benbassa. D'abord sur le. Rectifier. Oui, justement. Mais d'abord sur deux points précis. Sur le génocide, vous direz si vous estimez qu'effectivement l'histoire est écrite, hein, le fameux génocide ou les massacres, dit-on, en Turquie de 1915. Et puis deuxième point, oui ou non, faut-il réprimer sa négation? D'abord sur l'histoire. D'abord, je suis historienne aussi, Oui. je suis encore une universitaire malgré ma fonction de sénatrice. Je voudrais d'abord dire que tous les historiens, hélas, n'ont pas reconnu. Il y a des historiens négationnistes aussi. Il y a eu une époque dans les... Mais si, je suis historienne de l'Empire ottoman. Il y a eu de nombreux historiens français aussi qui, pour pouvoir entrer dans les archives, ont dit qu'il n'y avait pas eu de génocide. La preuve est que M. Bernard Lewis, aussi grand historien américain d'origine britannique, a été condamné. Comment est-ce que vous qualifiez les événements de 1915 alors? Moi, vous savez, quand j'ai fait ma thèse, on m'a pas laissé entrer dans les archives ottomanes puisque les documents sur les Arméniens, les Juifs et les Grecs sont ensemble. Moi, dans ma thèse, j'ai rencontré les documents par une personne qui était quand même... Comment est-ce que vous qualifiez les événements qui se sont les déroulés événements, en 1915? ce que moi j'ai lu dans mes archives, lorsque j'ai fait ma thèse d'État, c'est que c'était des lettres disant on est en train de tuer massivement, il y a des commandos, des Kurdes sont en train de faire aussi le travail, puisque ce travail a été aussi fait par les Kurdes, même si des Kurdes ont aider beaucoup d'Arméniens à se cacher et ils ont caché les enfants survivants. Mais enfin, il faut dire que si on prend la définition de Lemkin sur le génocide, et là, il s'applique puisque Lemkin lui-même s'était servi de ce... Donc génocide. Alors faut-il, oui ou non, réprimer sa négation? Écoutez, il y a des lois civiles qui peuvent le faire. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas rattaché un article à la loi sur la presse de 1800, sur la liberté de presse 1880, par clientélisme, électoralisme. On nous a pondu une loi qu'on nous renvoie sans arrêt. C'est la seule solution. Hein. Qu'on nous renvoie sans arrêt. Non, il y a d'autres solutions. Non, il n'y a pas d'autres solutions. Il y a d'autres solutions. Il y a des lois civiles pour ça, d'ailleurs. Les lois civiles, depuis les récentes jurisprudences de la Cour de cassation, ne peuvent plus s'appliquer à la négation du génocide. Et c'est bien pour ça que depuis 2006, il y a cette demande d'une loi pour sanctionner la négation du génocide. Voilà, c'est. Enfin, il y a eu des personnes sanctionnées quand même. C'était avant 2005. Depuis 2005, les articles du Code civil, la jurisprudence fait qu'on ne peut plus les appliquer. Pourquoi on nous l'envoie maintenant, en pleine élection? Ah ben ça c'est certain. Que Nicolas Sarkozy, Qu'est-ce qui est certain, il est certain que Nicolas Sarkozy a lancé cette opération à des fins électorales. Mais nous, socialistes, nous défendons la reconnaissance du génocide depuis 10 ans. Nous défendons la sanction de sa négation depuis maintenant 5 ans.
on ne va pas, parce que Sarkozy le lance dans le débat maintenant, dire qu'on n'est plus d'accord. Je vous Ça fait propose 5 ans qu'on est d'accord. une carte que nous avons réalisée à la rédaction de Public Sénat pour essayer de mesurer un petit peu la présence arménienne en France. Hein, à partir, dans votre ville, par exemple. Dans votre ville, Clamart. C'est ça, à partir des chiffres des associations arméniennes. On va découvrir cette carte où on voit effectivement qu'à Paris, à Lyon, à Valence, à Marseille, il y a une forte communauté. Donc, Madame Benbassa, vous mettez en cause bien, la course aux voix, en quelque sorte. Qu'est-ce que vous répondez à cela, M. Kaltenbach? Je réponds que c'est ridicule. Il est normal que des élus sur un territoire soient à l'écoute des populations qu'ils représentent, portent leurs revendications quand elles sont légitimes. Moi, ça fait 10 ans que je suis maire de Clamart. Bien évidemment, j'ai beaucoup d'amis arméniens. J'ai discuté avec eux. Je me suis renseigné, ils m'ont convaincu. Je rencontre d'autres Clamartois. Votre vote aujourd'hui, c'est un geste en leur destination? Pas du tout. Leur cause est juste, et je défends leur cause parce qu'elle est juste, parce qu'il y a eu un génocide, et parce que je trouve scandaleux qu'on puisse le nier. Mais quand je rencontre des Clamartois qui me disent « Ah mais monsieur le maire, vous savez, hein, il y a trop de Noirs et d'Arabes », je ne vais pas dans leur sens et je ne dépose pas une proposition de loi pour dire on va mettre des quotas. On poursuit le débat, mais on retourne quand même tout de suite dans l'hémicycle avec Pierre-Henri Gergonne, puisque ça y est, le premier vote est intervenu. Oui, absolument, Michel. Le premier vote qui tournait autour de l'acceptation ou pas de cette fameuse motion d'irrecevabilité. Il fallait dire donc si ce texte est anticonstitutionnel ou pas. Les sénateurs ont voté, on vient juste d'avoir le résultat du vote. En faveur de cette motion d'irrecevabilité, ils ont été 87 à voter pour, contre 167. C'est-à-dire que le Sénat, dans sa majorité, rejette cette motion d'irrecevabilité qui était défendue, vous le savez, par le président de la commission des lois, Jean-Pierre Sueur, qui est un signe extrêmement fort pour dire que la proposition de loi débattue aujourd'hui au Sénat a de très très fortes chances maintenant d'être adoptée définitivement, puisque je vous rappelle, il y a encore 2 motions à être discutées dans la foulée, dans les minutes qui vont suivre, qui tentent en particulier à faire retourner ce texte en commission. Mais voilà, il s'agit d'un signe extrêmement fort pour dire qu'il y a de très fortes chances ce soir pour que ce texte sur la négation des génocides soit adopté ce soir par le Sénat, Michel. Vous nous rappelez s'il y a du nouveau, Pierre-Henri Gergonne. Sophie Joissaint, donc sénatrice des Bouches-du-Rhône, nous a rejoint parce que vous vous étiez évidemment précipité pour participer à ce vote, bien entendu, qui va dans votre sens, ainsi que dans celui de votre voisin socialiste. Il y avait un débat qui tournait il y a un instant avec Esther Benbassa et Henri Rousseau, même si ce n'est pas tellement son sujet, mais on va revenir au fond du débat sur l'histoire. Hein, et la négation des génocides, sur les arrière-pensées électorales concernant ce vote, hein, pour faire des risettes aux Français d'origine arménienne. Est-ce que vous qui êtes élu dans un département où il y a une forte communauté, c'est une motivation pour vous? Pas particulièrement. Pas particulièrement. Moi, sincèrement, j'ai voté la première proposition qui était déposée par le PS. J'ai voté celle de Valérie Boyer, qui par ailleurs est une amie, mais c'est pas le sujet. Et sincèrement, non. Dans tous les cas de figure, j'aurais voté à n'importe quelle période, effectivement, pour la contestation de ce génocide. Alors la question est de savoir si ce texte, qui devrait être adopté, donc nous disait Pierre-Henri il y a un instant, pourra peser, et dans quel sens, sur la Turquie. Vous savez que la Turquie a promis ce matin de nouvelles représailles contre la France sur le plan diplomatique et même économique. À ce jour, apparemment, il n'y a pas de crainte à avoir sur le plan économique, je précise bien, c'est ce que nous dit l'enquête de Nathalie Guillouard. Deuxième investisseur, troisième destination pour les exportations françaises, la Turquie est un enjeu de taille donc pour le gouvernement français. Les investissements de la France s'élèvent à 15 milliards d'euros, les échanges franco-turcs sont de l'ordre de 12 milliards d'euros. Pour Inan Gourbus, le vice-président de la Chambre de commerce franco-turque, il y aura des conséquences, mais surtout pour le marché public. Les entreprises françaises en Turquie sur les appels d'offres publics auront des répercussions. Qu'on le veuille ou non, elles seront mises à l'écart sur les prochains appels d'offres. Après, dans le secteur privé, dans le monde des PME françaises et turques, il n'y aura pas de répercussions sur leur courant d'affaires avec la Turquie. Les entreprises privées comme L'Oréal, Danone, Carrefour ou bien Renault, par exemple, ne seront pas touchées économiquement, car elles produisent localement. Les pénalisés reviendraient donc à sanctionner la population turque. On a environ 400 entreprises françaises à l'heure actuelle en Turquie qui emploient entre 80 et 100 000 salariés. La Turquie, qui est une économie qui a besoin d'investissements étrangers à l'heure actuelle, peut difficilement se permettre de claquer la porte définitivement au nez des entreprises françaises. La situation n'en reste pas moins tendue. Face aux menaces de représailles d'Ankara ce matin, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères appelle aujourd'hui à l'apaisement. Alors la question qui se pose est de savoir si cette loi va aider ou freiner la Turquie dans la reconnaissance du génocide arménien. Qu'est-ce que vous en dites, Esther Benbassa?
Écoutez, tel que je connais la Turquie et vu ce qui se passe, je suis allée voir pendant 2 jours ce qui se passait de nouveau. Je vais vous dire que le dialogue entre les Turcs, je ne parle pas avec le gouvernement, entre les Turcs et les Arméniens locaux va s'arrêter, et c'est bien dommage. Et ensuite, le tabou avait sauté, le tabou sur le génocide arménien commençait à sauter. Et là, ça va être figé, pensez-vous? Ça va être figé par la colère, par la... Oui, non, moi je pense d'abord que la France ne peut pas céder à des menaces, d'une part, dans le fait de légiférer. Non, jamais. C'est la patrie des droits de l'homme, elle doit faire respecter ses droits, donc je crois qu'on est vraiment... C'est légitime ce qui a été fait aujourd'hui, et j'espère que ça va aboutir ce soir. Par ailleurs... écoutez, la Turquie n'a pas du tout tendu de main aux Arméniens, c'est faux. Il y a eu effectivement quelques intellectuels russes qui se sont mobilisés, mais au-delà de ça, il y a quand même quelqu'un qui est de la Ligue des droits de l'homme arménien qui est effectivement dans les geôles turques actuellement. Il y a des manuels scolaires qui sont sur le génocide. Faut arrêter. Les choses dans le bon sens. Moi, je suis persuadée. Vous êtes persuadé ça fait 15 ans que la société turque évolue progressivement, justement parce qu'il y a une pression internationale, parce que de nombreux pays ont reconnu le génocide, et c'est par cette pression extérieure que la Turquie bouge aussi de l'intérieur. C'est comme ça depuis 15 ans, et ça va continuer. Et d'ailleurs, de nombreux intellectuels turcs souhaitaient le vote de cette loi, parce qu'ils savent bien que c'est le seul moyen de faire bouger la société turque. Alors, là-dessus, on va donner la parole pour conclure, si vous êtes d'accord, à Henri Rousseau. Parce qu'on prend souvent comme référence, évidemment, la France. Évidemment, il y a eu le discours de Jacques Chirac qui a reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs. Mais là, c'est la France qui en quelque sorte, donne une leçon à un autre pays. Est-ce qu'on peut mettre les choses sur le même plan? Oui, alors n'oublions pas quand même que l'Allemagne aussi a fait la même chose, le chancelier Willy Brandt. Oui, mais c'est ça le problème. Alors moi j'ai 2 questions, enfin c'est une question parce que je suis ce débat entre politiques. La première, c'est en quoi ce débat nous apprend quelque chose sur le génocide lui-même. Parce qu'après tout, c'est quoi l'enjeu? C'est de mieux comprendre ce qui s'est passé. Et ce qui m'a frappé dans le bref échange qu'on a eu, bon bien sûr dans des circonstances où on ne va pas pouvoir développer, c'est qu'au fond la question avec cette loi, je ne mets pas en cause la loi par ses conséquences, mais c'est une des conséquences, c'est qu'en gros la question c'est y a-t-il eu ou pas génocide? Il n'y a pas un historien sérieux. Excusez-moi. Il y a bien sûr. Attendez, je peux juste finir là-dessus. Il n'y a pas un historien sérieux travaillant sur des génocides, c'est mon cas, qui puisse dire le problème se réduit à cette question-là. Le grand problème d'un génocide, par exemple, et notamment celui des Arméniens, comme pour celui des Juifs, même si pour celui des Juifs, on est dans une autre situation. C'est la question de l'intention. Pourquoi j'évoque ce mot? Parce que c'est une des clés dans n'importe quelle procédure juridique. Cette question de l'intention, elle mérite énormément de recherche. On a dit c'est réglé, c'est fini. Non, bien sûr qu'il y a eu génocide, et je n'ai pour moi aucun doute en ce qui me concerne. Mais attendez, très bien. Mais ça veut dire que le débat n'est absolument pas clos sur la procédure, sur la façon dont ce génocide a été implanté. Et moi, ce qui me pose problème dans les lois, y compris d'ailleurs maintenant la loi Guesso, même si elle avait, à l'époque, elle était dans un tout autre contexte, c'est ce qui est en jeu. C'est pas tellement la négation d'un fait historique, c'est la négation d'un fait historique tel que défini par une législation, ce qui n'est pas du tout la même chose. Il m'est arrivé dans mes... Par le code pénal. Et par le code pénal, puisqu'on renvoie au code pénal à l'article 211, donc c'est le juge français qui dira si oui ou non il y a eu génocide. Comme le juge suisse vient de le dire, après qu'un Turc ait nié le génocide en Suisse. Donc, il le dira aux historiens. C'est là où on bouge un peu de... Mais c'est là où il y a un vrai... Alors là, j'ai un vrai problème. Non, la loi dit quand même minimisation outrancière. Et sincèrement, dans ce terme outrancière, il y a tout de même tout un large spectre qui permet au juge tout simplement de juger de manière cohérente. Depuis 90, la loi Guesso a maintenant 21 ans. Aucun historien n'a été gêné par la loi Guesso. Et je ne reprendrai pas à mon compte l'idée que c'est une loi liberticide. Je trouve que le mot est beaucoup trop fort, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Tous ceux qui feront des travaux de recherche sérieux ne seront pas embêtés. Ceux qui seront embêtés, c'est les négationnistes violents. Il suffit d'aller sur tous les sites sur lesquels ils sévissent. C'est leur déclaration violente, c'est leur agressivité. C'est ça qui sera bloqué. Vous pensez que cette loi, effectivement, aura une application pratique? Oui, bien sûr. Ça va calmer les négationnistes. Ça va calmer les négationnistes. Mais t'as le principal responsable. Oui, ce n'est pas la France. On va arrêter l'ambassadeur. Alors, voilà, merci. Non, il s'agit de respecter la mémoire des victimes et de leurs descendants. Aujourd'hui, il y a l'influence du négationnisme d'État turc en France. Il est l'heure pour vous de retourner dans l'hémicycle parce que vous allez devoir voter. Merci beaucoup d'avoir participé à ce débat enflammé, je vous le disais. Merci, c'est la fin de cette édition. À 22h, Sonia Mabrouk. Tout de suite à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Parlez-moi d'ailleurs. Bonsoir.
Cette semaine, Claude Guéant et François Rebsamen débattent de la sécurité dans le nouveau numéro d'À l'heure du choix, animé par Gilles Leclerc. Ce soir à 22h30 sur Public Sénat.